Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante d'un monument de la chanson française, Jacques Dutronc. Cet homme, qui a fait vibrer des générations entières avec son humour cinglant, sa voix unique et sa rébellion assumée, traverse aujourd'hui une étape difficile de sa vie. Derrière les clichés du musicien insolent se cache un destin marqué par la douleur, la solitude, mais aussi une force intérieure exceptionnelle. Jacques Dutronc n'a jamais été une étoile filante. Il n'est pas né sous les feux des projecteurs, ni dans une famille d'artistes célèbres. Son histoire débute dans le Paris d'après-guerre, un Paris en pleine reconstruction, où le choc du conflit mondial laissait encore ses traces dans les esprits et dans les rues. Fils d'un ingénieur au charbonnage passionné de musique, Pierre Dutronc, et d'une mère imprégnée d'art et de culture, le jeune Jacques grandit dans un environnement intellectuel mais modeste, où la musique classique remplissait l'appartement familial. Très tôt, on inscrit Jacques à des cours de piano, puis de violon. Pourtant, malgré ses efforts, le garçon ne se rêve pas en virtuose ni en star. Ce qui l'attire, ce sont les arts visuels, le cinéma, les promenades errantes dans un Paris encore marqué par les ombres de l'occupation. Son esprit est vif, curieux, mais rebelle à toute forme d'autorité, même celle des écoles prestigieuses qu'il fréquente, comme le lycée Condorcet. Puis survient l'impensable. À seulement 16 ans, Jacques est frappé par une maladie grave, la maladie de Bouillotte, un rhumatisme articulaire aigu aux complications sévères. À une époque où la médecine est encore limitée, cette pathologie le cloue presque totalement au lit pendant près d'une année. Pour un adolescent avide de liberté, c'est un supplice. Isolé, prisonnier de son propre corps, il voit ses rêves s'évanouir lentement. Tandis que ses camarades découvrent le rock, les filles et la vie nocturne. Lui, il reste là, silencieux, seul avec la douleur et un vieux poste de radio qui grésille dans la pièce. Mais c'est précisément cette solitude imposée qui va sculpter le destin du jeune homme. Un jour, presque par hasard, il s'empare d'une guitare abandonnée, oubliée par son frère aîné. L'instrument est poussiéreux, désaccordé, et Jacques ignore tout des accords. Pourtant, poussé par une énergie secrète, il s'acharne. Chaque jour, malgré la douleur, il reproduit les riffs qu'il entend sur les ondes, des airs d'Elvis Presley, de Chuck Berry, mais aussi des premiers rockers français. Sans professeur, sans méthode, juste avec l'instinct. Peu à peu, la musique devient son exutoire, son refuge, la seule manière de défier la paralysie. Cette année d'immobilité ne fut pas une fin, mais une renaissance. Quand il recouvra l'usage de ses jambes, Jacques ne fut plus le même. Sa main droite connaissait le rythme, sa main gauche, les accords. Il fonda un groupe local, les Tritons, et se lança sur les scènes parisiennes, d'abord timide, puis avec une audace grandissante. Sa maladie, loin de le briser, avait fait de lui un artiste à part, profondément marqué par la douleur, mais aussi capable d'en faire jaillir une énergie nouvelle. Le début des années 60 vit la naissance du yé-yé, cette révolution musicale portée par la jeunesse française. Dutronc s'y intègre avec une singularité qui ne tardera pas à fasciner. Il fréquente le Golf Drew, ce mythique temple du rock parisien, où il croise des figures destinées en la à devenir légendaires, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Long Chris. Mais Dutronc ne se contente pas d'être un simple suiveur. Il prend la musique au sérieux, compose, joue, observe. En 1961, il devient guitariste et chanteur du groupe Les Cyclones, signé chez Vogue. Les premiers succès ne sont pas éclatants, mais ils ouvrent la voie. Il s'impose aussi comme compositeur, notamment pour Françoise Hardy, avec qui il tisse un lien musical et personnel. C'est lui, en partie, l'auteur du tube « Le temps de l'amour », devenu l'hymne d'une génération rêveuse et mélancolique. La carrière solo de Dutronc démarre véritablement en 1966, lorsqu'il collabore avec l'écrivain Jacques Lanzmann pour créer un morceau qui va tout changer. Et moi, et moi, et moi. Avec cette chanson, il critique avec mordant l'individualisme et l'hypocrisie d'une bourgeoisie française déconnectée, livrant un portrait ironique et glaçant de notre époque. Le succès est immédiat, propulsant Dutronc sous les projecteurs, mais toujours avec une certaine distance. Ce qu'on retient de Dutronc, c'est ce mélange fascinant
entre satire sociale et mélancolie, humour et poésie. Les Cactus, les Playboys, J'aime les filles sont autant de chansons qui oscillent entre la critique acerbe et le charme espiègle. En 1968, son chef-d'œuvre, Il est 5 heures, Paris s'éveille, capte à la perfection l'âme d'une ville à l'aube, à la fois belle et troublante, vibrante et fragile. Mais Jacques Dutronc n'était pas seulement un musicien, il était une attitude, un personnage à part entière. Rebelle à l'extrême, irrévérencieux, il cultivait une distance presque moqueuse vis-à-vis du star system. On se souvient encore de cette émission télévisée où, agacé par des danseuses, il fit un geste ironique qui lui valut une censure de 3 mois. Il s'en moqua ouvertement. « Ça m'arrangeait », dira-t-il plus tard, fidèle à son esprit anticonformiste. Ce refus des règles et de la banalité renforça paradoxalement son aura, faisant de lui une icône atypique, un artiste admiré autant par le public que par les milieux politiques et culturels. Quand le Premier ministre Georges Pompidou évoqua les Cactus à l'Assemblée nationale, ce fut la reconnaissance ultime. Dutronc n'était pas qu'un chanteur, il était devenu un symbole, une voix singulière de la société française. Sa vie sentimentale fut, elle aussi, complexe et discrète. 2 femmes ont profondément marqué son existence. Françoise Hardy, avec qui il forma un couple rare et atypique, fait de respect mutuel, de créativité partagée et de silences éloquents. Puis Sylvie Duval, une présence plus secrète mais essentielle. Avec Françoise, ce n'était pas un amour flamboyant, mais une complicité profonde, un lien indéfectible qui résista même à leur séparation. Leur mariage en 1981, presque une provocation face à la presse, témoigne de cette nature rebelle et indépendante. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Jacques Dutronc affronte le dernier acte de son histoire. La maladie, cette vieille ennemie, a repris le dessus. Ses doigts douloureux ne peuvent plus embrasser la guitare comme avant, et l'amour de sa vie s'éloigne lentement. Pourtant, au-delà des souffrances, reste la légende d'un homme qui, par sa musique et son caractère, a su capturer l'essence d'une époque, d'une génération, et surtout, la complexité de l'âme humaine. Merci de nous avoir suivis dans ce portrait intime et passionné de Jacques Dutronc. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants sur les figures qui ont façonné notre culture. À très bientôt. En 2023, alors que la maladie rongeait lentement son corps affaibli, Françoise Hardy prononça ces mots d'une douceur bouleversante. « Jacques est l'homme de ma vie. » Une déclaration lourde de sens, portée par une femme au seuil de la douleur, dont la voix se brisait sous le poids du combat contre un cancer implacable. Sa santé déclinait à vue d'œil, chaque parole lui coûtait, chaque repas devenait un défi. Pourtant, malgré cette fragilité extrême, son esprit restait d'une clarté cristalline, et son lien avec Jacques Dutronc, cette énigme du showbiz français, demeurait solide, indéfectible. Mais la vie, dans son incessante marche, ne s'arrête jamais. Dans l'ombre de ces années douloureuses, une nouvelle présence s'était glissée dans l'univers de Dutronc. C'était à la fin des années 1990, sur le plateau du film Place Vendôme, que Jacques croisa le chemin de Sylvie Duval, maquilleuse discrète et élégante, loin des projecteurs, bien loin de l'agitation médiatique. Cette femme au caractère posé devint rapidement une figure incontournable, non seulement sur le plateau, mais surtout dans l'intimité de Dutronc. Sylvie n'était pas du genre à chercher la lumière, pas d'interview, pas d'apparition publique volontaire. Elle suivait Jacques dans ses rares sorties officielles, hommages, funérailles, instants où le poids du passé et des souvenirs se faisait sentir. Chez eux, cependant, elle était omniprésente. Cuisinière, bricoleuse, soignante à sa manière, Jacques Dutronc le reconnaît sans détour. Sans elle, il ne sait pas comment il aurait pu continuer. Lorsque l'arthrite s'est mise à tourmenter ses mains, quand la fatigue s'est emparée de lui, Sylvie fut la gardienne de sa sérénité, le rempart contre le chaos du temps qui passe. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, Jacques n'a jamais divorcé de Françoise. Peut-être même n'en était-il pas capable, car certains liens dépassent le simple cadre du mariage ou de la possession. Ils s'ancrent dans la reconnaissance, dans une histoire commune, dans un combat partagé contre les aléas d'une vie intense. Sylvie l'a compris et accepté.
Elle ne cherchait pas à effacer Françoise, elle s'est glissée avec respect dans un nouveau chapitre, moins tourmenté, mais tout aussi profond. Jacques, à sa manière, les a aimées toutes deux, imparfaitement, parfois à distance, mais avec une fidélité secrète et authentique. Deux femmes, deux pôles d'une existence tourmentée qui n'a jamais voulu se réduire à un seul rôle, ni star, ni époux, ni amant. Dans les années 1990, le Jacques Dutronc, jeune rebelle, avec son sourire en coin et ses cigares éternels, s'est peu à peu transformé. La frénésie musicale s'est calmée, les ambitions de conquête des chars ont laissé place à une recherche plus intime. Le tumulte des années 60, la fièvre du mouvement yéyé qu'il avait contribué à façonner, n'était plus que souvenir teinté de nostalgie et de mélancolie. Pourtant, Dutronc n'a jamais été un homme au talent unique ou au destin tracé d'avance. Alors que sa guitare se taisait progressivement, un nouvel appel se fit entendre, celui du cinéma. Depuis les années 70, il avait déjà goûté à quelques incursions sur grand écran, mais c'est en 1991 que son destin d'acteur prit un tournant majeur. Ce fut le rôle de Vincent Van Gogh dans Van Gogh, chef-d'œuvre de Maurice Pialat, qui bouleversa les attentes. Le choix était audacieux, presque choquant. Jacques Dutronc, farceur et maître de l'humour pince sans rire, devenait l'incarnation d'un des artistes les plus torturés de l'histoire. Mais au-delà du cliché, du biopic classique, le film explorait les derniers mois du peintre, plongé dans une descente mentale et émotionnelle dévastatrice. Dutronc ne jouait pas Van Gogh, il le devenait. Son interprétation, subtile, silencieuse, inquiétante, fit l'unanimité des critiques. Un journaliste écrivit même « Il ne joue pas, il disparaît dans le personnage ». Cette performance lui valut le César du meilleur acteur, une consécration inattendue qui couronna un parcours hors norme. Dutronc était passé de rockstar à acteur de composition, sans jamais trahir son essence, toujours distant, mystérieux, désormais magnétique. Pourtant, derrière ce triomphe, quelque chose le rongeait. Tout au long des années 80, alors qu'il enchaînait les seconds rôles et composait sporadiquement, Dutronc nourrissait un rêve secret, réaliser son propre film. Intitulé Pinzuti, ce projet devait être un voyage dans l'âme d'un homme tiraillé entre identité et exil, un thème profondément ancré dans son expérience de vie, lui qui s'était retiré en Corse, loin des feux de la rampe. Il écrivit le scénario, repéra les lieux, imagina chaque scène avec minutie. Mais le film ne vit jamais le jour. Le financement fit défaut, l'intérêt s'estompa. Fidèle à lui-même, Dutronc refusa de supplier les producteurs. Pinzutiran devint une page blanche, un rêve évanoui dans le silence. Il ne revint jamais sur ce projet. À la place, il continua à apparaître ponctuellement au cinéma, retrouvant sur place Vando, Sylvie Duval, qui allait devenir sa compagne discrète pour 2 décennies. Il donna la réplique à des légendes telles qu'Isabelle Huppert, Catherine Deneuve ou Romy Schneider, qui fut, brièvement, une maîtresse durant cette période charnière. Mais c'est Van Gogh qui demeure le sommet de sa carrière cinématographique, et Pinzuti, sa phrase inachevée. Certains avancent que Dutronc manquait d'ego pour devenir réalisateur, d'autres qu'il lui manquait la patience. La vérité semble plus subtile. Il a toujours vécu en marge, à mi-chemin entre engagement et retrait, oscillant entre musique, amour, célébrité et cinéma. Il se lançait quand la curiosité l'appelait, se retirait dès que l'exigence devenait trop forte. Aujourd'hui, le monde se souvient de vos Van Gogh, acclame son César. Mais dans une armoire discrète de Monticello, quelque part en Corse, dort peut-être encore un exemplaire du scénario Pinzuti. L'histoire jamais racontée d'un homme qui a toujours préféré l'ombre à la lumière, la paternité aux excès, et le passage du temps à la gloire éphémère. La relation entre Jacques et son fils Thomas n'a jamais été simple, marquée par des similitudes frappantes, même donne, même humour mordant, même contradiction. Ces dernières années, Thomas a évoqué les failles de son père. Les cigares jamais abandonnés, l'alcool parfois combattu mais jamais vaincu. Il arrête de boire, mais jamais de fumer, confie-t-il. Et quand il cède, il ne fait jamais les choses à moitié. Pourtant, au-delà des vices, il y a l'admiration. Thomas raconte que la voix de Jacques a gardé sa jeunesse bien au-delà des années. Lors de leur dernière tournée commune, malgré l'arthrite qui lui déformait les mains, Jacques montait sur scène, chantait, souriait encore.
En novembre 2023, il publia « Et moi, et moi, et moi », ses mémoires dans lesquelles il confie, avec une rare sincérité, la douleur de la perte de son père, emporté dans ses bras en 2004. « Il est mort dans mes bras », écrit-il. Lorsqu'ils transportèrent son cercueil par la mer, une photo du bateau fut prise, mais une fois visionnée, l'embarcation avait disparu, comme évaporée. Un adieu final, à la fois tragique et doux, imprégné d'une mélancolie insondable. Aujourd'hui, Jacques Dutronc ne monte plus sur scène. Son dernier concert, en décembre 2022, marqua la fin d'une ère. Son corps, usé, ne lui permet plus de jouer, ni de chanter comme avant. Il vit désormais reclus, perché dans les hauteurs paisibles de Monticello, entouré de silence. Sa voix mordante se fait rare, ses mains se sont figées. Françoise Hardy, quant à elle, s'éteint doucement à Paris, son corps meurtri par les traitements, ses nuits plus sombres que ses jours. Dans ses dernières interviews, elle ne craint pas la mort pour elle-même, mais pour la tristesse qu'elle laissera à Jacques et à Thomas, ces deux hommes qui voient peu à peu s'effacer les femmes de leur vie. Jacques, rebelle jusqu'au bout, n'a jamais su se soumettre à rien, sauf au temps qui passe inexorablement. Aujourd'hui, un étrange silence plane sur l'univers Dutronc. Ce n'est pas la fin tragique d'une vie, mais plutôt la conclusion d'un récit écrit dans l'ombre, à la marge, où les ombres ont enfin tout envahi. Et vous, quel souvenir gardez-vous de Jacques Dutronc? Sa musique, sa carrière, ou peut-être cet homme complexe, toujours insaisissable? Partagez vos impressions en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits.